Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire diffusé en direct sur le site de l'usine Nouvelle. Nous allons voir aujourd'hui comment EDF sécurise avec Agreco les deux impératifs de continuité de la production électrique et de décarbonation lors d'interruptions d'alimentation électrique imposées par exemple par des opérations de maintenance. Pour un site industriel ou une infrastructure critique, l'arrêt de production n'est jamais une option, en particulier pour les DROM, où la production doit exactement couvrir la consommation à l'absence d'interconnexion et de stockage massif. Pourtant, maintenance lourde, modernisation d'équipements ou extension de capacité imposent des interruptions d'alimentation électrique. Comment alors garantir la continuité opérationnelle dans ces phases à risque tout en respectant les objectifs de décarbonation ? Dans ce webinaire, nous allons examiner les enjeux industriels, le cahier des charges EDF, les solutions déployées et le retour chiffré des bonnes pratiques. Pour éclairer ces questions, nous avons réuni EDF qui cadre le besoin et le cahier des charges et Agreco qui intervient sur le terrain et déploie les solutions. Et pour nous accompagner, je vous présente nos intervenants d'aujourd'hui. Bictio Nguyen, vous êtes manager achat en fourniture industrielle chez EDF. Oui, bonjour. Bonjour. Frédéric Lebrun, vous êtes directeur général Agreco France, Italie, Espagne et Portugal. Oui, bonjour. Et Kader Selemi, vous êtes Sales Utility Manager chez Agreco France. Bonjour. Et on va commencer par un petit tour de table de présentation. Bictio, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites et vous présenter ? Oui, alors moi je suis responsable achat chez EDF sur un site basé à Nantes. Avant ça, j'ai fait 10 ans dans l'ingénierie nucléaire et j'ai rejoint la direction des achats en 2022 dans le groupe EDF. Donc le groupe EDF, c'est à peu près 30 milliards d'euros de contrats par an qu'on fait avec nos fournisseurs. Et la direction des achats du groupe a en charge le pilotage de la mise en place de ces contrats. Très bien, merci. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et d'Agreco ? Bien sûr, merci François. Donc Frédéric Lebrun, bonjour tout le monde. Moi je suis, j'étais en charge jusqu'à très récemment de la direction technique et énergie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, donc pendant 5 ans. Période pendant laquelle j'ai pu travailler avec EDF qui était sponsor de Paris 2024 pour développer des solutions d'innovation et mettre en place la fourniture d'énergie électrique renouvelable pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis j'ai rejoint Agreco en octobre 2024 pour couvrir les 4 pays dont vous parliez François. Puis j'ai la joie de continuer à collaborer avec EDF dans ce cadre-là. Et Kader, vous de votre côté ? Bonjour. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'étais chez Agreco en 2008 et jusqu'en 2019. J'ai occupé différentes fonctions. J'en suis parti quelques années pour mieux en revenir en 2024. Et depuis 2024, j'ai pris en charge une équipe de ce qu'on appelle du secteur des utilities. Nous sommes 5 dans mon équipe. Et on a en charge effectivement tous les acteurs et producteurs et distributeurs d'énergie électrique, mais aussi frigorifique, sur le secteur de la France et des dom-toms. Très bien. Alors pour commencer, on va remettre le sujet en perspective. Dans quel contexte EDF recourt-il à de l'énergie temporaire et pourquoi la question de la disponibilité est-elle aussi critique, notamment dans les DROM ? C'est un peu le sujet qu'on va aborder tout de suite. Bictio, quand EDF recourt à de l'énergie temporaire, quels sont les contextes les plus sensibles ? Est-ce que c'est la maintenance ? Est-ce que c'est la modernisation ? Est-ce que c'est l'extension de capacité ? Qu'est-ce qui se joue concrètement ? Ce qui se joue, et vous l'avez dit en introduction, c'est surtout déjà en termes de territoire, c'est sur les systèmes énergétiques insulaires, donc SEI, les départements et régions d'outre-mer et la Corse principalement. Parce que vous l'avez dit, en métropole, les systèmes électriques sont interconnectés et on a des réserves, alors qu'en outre-mer, on n'a pas d'interconnexion. Et donc l'enjeu central d'assurer l'approvisionnement en fait, d'électricité pour les populations et les infrastructures, les hôpitaux, les usines, est primordial. Et les situations déclencheuses, il y a des situations programmées, donc les maintenances programmées, les travaux qui impliquent l'indisponibilité en fait, de nos centrales insulaires. Et puis, il y a aussi les événements fortuits, les pannes, les événements climatiques qu'on connaît bien sur nos départements d'outre-mer. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités en direct dans le chat. Ils répondront en direct pendant le webinaire. On comprend donc le cadre côté EDF. Frédéric, côté Agreco, comment se traduit ce besoin sur le terrain et quels sont vos grands types d'interventions avec EDF ?
On est en miroir de ce que vient de dire Big Show, c'est-à-dire qu'on a trois secteurs d'activité principaux. La production d'énergie temporaire, pendant quelques mois, quelques années, pour venir soutenir la production, alors soit lors de maintenance, soit lors de pics de consommation, et notamment dans les DROM, au profit de EDF SEI. On intervient aux côtés d'EDF dans des maintenances en métropole, à la fois pour proposer des solutions d'énergie électrique temporaire ou d'énergie frigorifique, pour accompagner EDF et ses métiers. Et puis, je dirais, malheureusement, on intervient aussi aux côtés d'EDF et ses filiales lors de fortuits ou de tempêtes. Je dirais, aujourd'hui, dans le sud-ouest, on voit bien qu'il y a un certain nombre de foyers qui sont sans électricité, et on peut être amené à accompagner EDF et ses filiales pour restaurer l'électricité le temps des réparations. Donc voilà les trois domaines d'activité sur lesquels Agreco accompagne EDF tout au long de l'année. Alors on a la vue d'ensemble. Kader, sur le terrain, concrètement, entre métropole et DROM, qu'est-ce qui change? Comment est-ce que vous abordez ces différents projets? Naturellement, vous pouvez l'imaginer, la distance est un facteur important. Les départements et territoires d'outre-mer nous obligent effectivement à prendre en compte les temps de transport, la logistique. Donc ça, c'est un des premiers éléments différenciants. Le contexte, on peut avoir effectivement des contextes différents en métropole ou dans les DROMCOM. C'est vraiment des contextes qui sont complètement différents. La topographie n'est pas la même, les infrastructures sont différentes. Je veux dire, en métropole, c'est assez simple, parce qu'on a la chance d'avoir un réseau Agreco qui est maillé en France et en Europe. Et donc là, on va dire la disponibilité est immédiate. Donc on a cette notion d'éloignement qui fait qu'on doit effectivement ne rien oublier quand on se déplace, des équipements dans les DROMCOM. D'accord. Est-ce que ce sont des équipements qui sont déjà installés ou prêts à être installés, Victor? En fait, ils sont déjà installés. Ce qu'on demande à Agreco, comme Kader l'a dit, c'est que on ne peut pas demander à Agreco de plugger sa centrale lors d'un fortuit. Il faut qu'elle soit déjà prête et il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir la puissance demandée. Donc c'est vraiment des équipements qui sont déjà installés et des équipes sur place prêtes à intervenir. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez donner un exemple où le besoin d'énergie temporaire devient primordial? Oui, j'ai deux exemples en tête par rapport aux activités que je mentionnais juste avant. Sur la partie production, on est en complément des centrales de production thermique dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Donc concrètement, on vient fournir entre 5 et 10 mégawatts de complément de puissance pour alimenter, je dirais, les usages en attendant que EDF upgrade, si je puis dire, ou améliore les centrales thermiques ou les rénove. Donc ça, c'est très très concret. C'est 33 personnes dans les DROM qui sont au service d'EDF et les équipements associés. Et puis, je dirais, sur la phase fortuit, c'est très concrètement apporter de l'énergie par des groupes électrogènes alimentés soit en diesel, soit en HVO, au plus près des usagers, en attendant qu'Enedis et ou EDF puissent rétablir l'énergie électrique lors de tempêtes, donc par exemple dans le sud-ouest, mais un peu partout en France. Donc ça veut dire que soit c'est quelque chose qui est prévu dans le cadre de la maintenance, soit il y a un événement externe, type tempête, etc., qui impose une très grande réactivité. Comment ça se passe, Mikao, sur le... Oui, alors en fait, il y a deux éléments dans les prérequis qu'on demande à notre partenaire. On a un programme hebdomadaire d'appel à la puissance, où là, on sait dire, on va avoir des travaux, et donc on va avoir besoin d'un soutien des groupes électrogènes d'Agreco. Et on leur demande aussi de pouvoir mettre en place une astreinte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour pouvoir intervenir dans un délai donné, et ça se compte en heures, voire en minutes, le temps d'intervention. Est-ce qu'on sait mesurer les coûts dus à une intervention, une interruption de service, pardon? Alors, les coûts, je ne sais pas si on peut les mesurer, parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire que le kilowattheure est certainement sous-estimé en termes de coûts. Par contre, ce qu'on sait, c'est mesurer l'impact de l'absence d'électricité. Dans le cadre d'absence d'électricité, on a des services vitaux qui vont juste ne pas être rendus. Donc l'impact va être, je dirais, au-delà des enjeux économiques, des impacts vitaux parce que l'électricité est absente. Bien évidemment, des enjeux réputationnels,
important. Si dans des systèmes électriques isolés des îles, il manque les 10 mégawatts que je viens de vous évoquer d'Agreco, à un moment donné, on génère un déséquilibre offre-demande qui vient éventuellement créer un blackout. Donc voilà, et après il y a des impacts financiers qui sont contractualisés avec EDF, mais je dirais au-delà de ces aspects-là, on a un enjeu, je dirais, vital de fournir l'électricité, donc d'avoir des équipes mobilisées 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour rendre le service qui correspond à ces enjeux-là. Vous, Kader, vous avez constaté concrètement des soucis d'interruption, ralentissement, de maintenance. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de ce que vous avez pu Bien sûr. faire? En France, on a la chance vraiment d'avoir un réseau électrique, et c'est une fierté pour nous Français, maillé, très important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à souligner. Mais bon, comme tout réseau, il peut y avoir des avaries, des problématiques. Et nous, on est là effectivement pour la problématique ou les maintenances. Un exemple récent, c'est bien de donner des exemples, c'est cet hiver, un poste de source électrique en région Île-de-France a eu une avarie, ça arrive. EDF et Enedis ont pu effectivement trouver des solutions grâce au maillage dont je viens de vous parler, mais néanmoins, pour respecter cet équilibre offre-demande, on a appuyé avec quelques mégawatts sur quelques heures dans la journée. En hiver, en fin de journée, tout le monde rentre chez soi, on a besoin d'allumer les chauffages et d'énergie. Donc là, on est venu soutenir pendant quelques heures sur quelques communes au niveau électrique grâce à nos unités mobiles d'énergie. Et c'est un travail qui a été préparé et livré assez rapidement. C'est du fortuit, mais ça peut être aussi programmé. Voilà un exemple concret. Pour répondre à ce que disaient Frédéric et maintenant Kader, Bictio, vous, qu'est-ce qui rend l'arrêt particulièrement coûteux ou risqué? Je vais avoir la même réponse que Kader et Frédéric. En fait, ce qui rend l'arrêt coûteux, c'est la durée de l'arrêt. C'est-à-dire que plus on attend pour remettre l'électricité, plus on a un impact financier. Mais le plus risqué, c'est l'impact social, vous l'avez mentionné, l'impact image du groupe. Et pour pallier à ce risque, EDF et Agreco ont une vraie relation partenariale sur le terrain avec les équipes sur place pour limiter les risques. D'accord. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que finalement les domaines d'intervention d'Agreco avec vous, c'est autant du conseil que de l'audit ou de l'intervention, en fait. Exactement. Les trois paramètres sont à prendre en compte. Le conseil, on va dire, c'est l'ADN d'une société de services comme Agreco. Donc on est là effectivement pour apporter du conseil, pour peut-être proposer des options, des solutions différentes grâce à nos experts. C'est pour ça que cette équipe est mise en place chez nous sur les utilities. On a la chance d'avoir chez nous un cabinet d'études, un engineering interne. Ça nous évite d'externaliser. Donc on a des spécialistes qui s'occupent de cette partie conseil. L'audit, oui, parce que c'est très important d'aller auditer, regarder les faisabilités, les différents points de raccordement, les accès, les longueurs de câbles ou tuyaux nécessaires pour une intervention programmée ou en urgence. Donc ça, c'est le quotidien. Et on a la chance de pouvoir avoir de la proximité partout en France et dans les DROM. Donc on va, avec les équipes EDF, visiter, regarder, auditer. Et la dernière partie, c'est l'intervention. C'est quelque part ce qui est le plus rapide parce que c'est programmé à l'avance et on est rodé à ça. Voilà. Et notre rôle, parfois, c'est effectivement peut-être de réorienter le cahier des charges par rapport à notre œil d'expert. Et ça, c'est très apprécié des équipes d'EDF. Et qu'est-ce qui vous occupe le plus finalement? Est-ce que c'est l'audit ou est-ce que c'est l'urgence? J'ai envie de vous dire c'est l'audit, parce que ça prend du temps. L'urgence, on est rodé à ça. On a des équipes logistiques, techniques qui sont préparées et qui nous aident très très vite. Alors on va passer maintenant à la mécanique un petit peu. On va essayer de comprendre comment EDF formalise ses exigences et comment Agreco les traduit en dispositifs concrets de disponibilité. Bictio, comment est-ce que se construit le cahier des charges type? Alors le cahier des charges type, ça commence d'abord par une puissance requise. Donc par exemple récemment, il y a 2 ans, on a lancé un appel d'offres pour 23 mégawatts sur le site de Dégrade-des-Cannes en Guyane. Donc voilà, ça c'est la puissance qu'on demande. Et dans le cahier des charges, on vient y ajouter les conditions d'appel, c'est-à-dire la réactivité qu'on demande aux fournisseurs pour mettre à disposition cette puissance.
les responsabilités en termes de sécurité, ça c'est très important pour le groupe, et on vient aussi ajouter les contraintes environnementales. Donc le cadrage, il est là dans un document qui est construit par nos collègues de SEI, et on vient, côté achat, au moment de l'appel d'offres, établir les règles d'attribution du marché. D'accord. Et Frédéric, du point de vue du prestataire hein, de Agreco, qu'est-ce qui a le plus évolué dans ces attentes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu de plus en plus important et comment est-ce que ça se contractualise? Alors, peut-être le premier aspect, enfin, depuis de nombreuses années, mais qui est mis en avant et à juste titre par Agreco et par EDF, c'est la sécurité des personnels. Donc là, c'est quelque chose qui est non négociable. Et donc ça, c'est le premier point qui, à mon avis, évolué si on se projette 20 ou 30 ans en arrière. Et c'est une bonne chose. Ensuite, on a bien évidemment la disponibilité de nos installations. Le respect de ces installations par rapport aux réglementations locales ou adaptées. On parlait des îles. Les réglementations peuvent être différentes par rapport à la métropole. Et puis, EDF insiste aussi, et à juste titre, sur l'ancrage territorial, que ce soit en métropole, être au plus proche des cas d'usage, ou dans les DROM-TOM, avec une utilisation accrue de la sous-traitance locale, avec des formations et des employés locaux. Et puis après, il y a le dernier, je dirais, par ordre d'importance, les enjeux carbone, comment on peut améliorer notre solution en termes d'émissions carbone et respect de l'environnement. Et puis le dernier point, qui reste un point important, mais qui est pour moi quelque chose qui a évolué par rapport à quelques années, les aspects économiques qui sont, je dirais, pris en compte, mais avec un pourcentage moindre que les aspects que tu viens d'évoquer juste précédemment. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est la priorité sur la sécurité des personnels, qui est, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un point extrêmement important. Kader, qu'est-ce que vous pouvez dire de la particularité du cahier des charges EDF? Il y a, j'ai envie de dire, il n'y a pas de cahier des charges, on va dire, défini. Toutes les situations sont différentes. Donc l'idée, c'est effectivement de regarder ce cahier des charges, de s'adapter aussi à la criticité derrière. Ça peut être un cahier des charges simple. À ce moment-là, on va délivrer une solution, on va dire, dite simple. Voilà. Mais ça peut être effectivement une solution un peu plus technique, différente, cadrée, où on va effectivement adapter des équipements, une ingénierie particulière. Donc effectivement, il n'y a pas de cahier des charges, on va dire, simple. L'idée, c'est effectivement de creuser derrière pour voir les enjeux que se trouvent derrière ce cahier des charges. On peut alimenter derrière des choses qui sont très critiques, des hôpitaux, des services publics. Donc l'idée, c'est de travailler sur les enjeux au-delà du cahier des charges. Alors, il y a un point qui est essentiel, c'est la disponibilité garantie. Qu'est-ce que vous attendez d'un prestataire chez EDF, Bictio? J'ai un peu envie de dire tout à la fois. C'est donc cette disponibilité garantie, la capacité du fournisseur à mettre à disposition la puissance garantie. Et là, on s'appuie sur son expertise pour monter la solution technique. Mais on attend aussi la réactivité, on en a parlé. La performance des groupes, c'est ce que disait Frédéric tout à l'heure, en fait, en termes d'achat responsable. On n'est plus sur simplement un critère économique, mais on va aller chercher la performance, la fiabilité, les aspects environnementaux et bien sûr le management de la sécurité. Alors justement, opérationnellement, Kader, quand EDF parle de disponibilité garantie, pour vous, qu'est-ce que ça change en termes de dimensionnement et de redondance? Tout simplement, on va s'adapter. On va s'adapter en mettant en place effectivement des solutions dites redondantes à souhait. On a aujourd'hui la possibilité de mettre des unités mobiles d'énergie où nos groupes sont interchangeables. Si on a effectivement une avarie, une problématique, l'idée c'est effectivement que ce soit transparent pour EDF et ses équipes. Donc c'est donner cette garantie-là. Cette partie redondante nous permet aussi de travailler sur nos équipements pendant leur maintenance, parce que sur les temps longs, on doit aussi nous maintenir nos équipements. Donc ça permet de maintenir une partie de nos équipements et de ne pas arrêter de produire et de continuer sur cette garantie. Donc voilà, c'est vraiment d'adapter la solution pour cette notion de garantie et l'exigence du cahier des charges EDF. Sur ce point de la disponibilité garantie, Frédéric, vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Je pense que tout a été dit
par Michao et Kader. Je pense que moi, en tant que directeur, ce qui me semble important, c'est aussi sensibiliser les équipes aux aspects sécurité et disponibilité, et quel est le rôle que l'on joue, nous, Agreco, au service d'EDF, en termes de fourniture d'énergie, qu'elle soit électrique ou frigorifique. Il y a toujours des enjeux clés, et je crois que Kader l'a bien dit. Au-delà d'un cahier des charges qui exprime le besoin immédiat, il faut qu'on regarde le besoin final d'alimentation. Et puis après, je dirais d'un point de vue contractuel, les contrats d'EDF pour ça sont relativement bien faits. Et donc les obligations de moyens et les pénalités éventuelles sont bien définies et bien cadrées. Et donc on y répond en prenant des mesures à la fois sur le personnel et sur les équipements mis en place. Alors sur cette notion de disponibilité garantie, on a justement une première question internaute. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions et que les invités y répondront pendant le webinaire. Quand vous parlez de disponibilité garantie, quels sont concrètement les niveaux de service garanti contractualisés avec Agreco, par exemple, temps de réponse en cas d'urgence, taux de disponibilité garantie? Est-ce que vous voulez répondre? Oui, c'est une excellente question. En fait, ce qu'on va regarder côté EDF, c'est vraiment le delta entre ce qu'on a demandé aux fournisseurs de nous fournir et ce qui est là disponible à l'instant T. Donc il y a plusieurs surveillances là-dessus. Et donc on regarde vraiment la différence entre le programme d'appel et la disponibilité. Et il y a des leviers contractuels, comme le disait Frédéric, pour inciter le fournisseur à respecter ce programme d'appel. Et ensuite, le temps de réponse, je l'ai mentionné au tout début, on demande un délai d'intervention par exemple de 15 minutes, et plus le Agreco déroge à cette exigence, plus on aura des discussions pour remettre d'équerre le fournisseur pour répondre à nos attentes. Et alors comment est-ce que vous arbitrez entre les notions de prix, de technique et de RSE? Lors d'un appel d'offres, en fait, on met en place une notation technico-économique. C'est une formule très mathématique avec une pondération entre le prix et la technique. Parce que pour EDF, aujourd'hui, il n'y a pas que le prix, comme le disait Frédéric. Il y a d'autres enjeux qui viennent en ligne de compte. Et donc, quand on dit technique, on parle à la fois de parade technique à certains risques qui sont très particuliers en fonction des sites sur lesquels on va demander d'intervenir. Et puis, il y a les enjeux de RSE, où on va aller chercher à faire des achats responsables, vraiment en ligne avec les objectifs du groupe pour une baisse de notre empreinte carbone. Donc, par exemple, sur une note de 100, on va attribuer 5 points pour la performance des groupes électrogènes. Et ça, la performance des groupes électrogènes, c'est important pour nous parce que ça nous fait économiser du carburant consommé. Et donc moins d'émissions, in fine, dans l'utilisation de la centrale. D'accord. Alors, le cahier des charges fixe le niveau d'exigence. Reste à voir comment, concrètement, on tient cette promesse sur le terrain. Donc, on va voir, en termes d'organisation, de sécurité, de supervision et de trajectoire bas carbone, quelles sont les solutions déployées. Bictio, sur le terrain, sur site, quelles sont les exigences entre sécurité, disponibilité, empreinte carbone réduite? La première exigence, c'est la sécurité et la santé du personnel. Dans le groupe EDF, on a défini les 10 règles vitales qui permettent d'être un repère commun pour l'ensemble du groupe EDF et de nos intervenants sur site. Et ces exigences locales de sécurité, elles vont être adaptées en fonction des modalités d'accès sur les différents sites et puis des implantations des groupes sur nos îles. On ne rencontre pas les mêmes risques si on intervient à Desgrades-des-Cannes en Guyane ou à Luciana en Corse. Donc ça va être très spécifique en fonction des sites d'intervention. Et on va interroger les fournisseurs sur leur organisation vis-à-vis de la sécurité. L'autre exigence, c'est sur la RSE, on en a parlé, parce que dans le cadre de solutions temporaires d'énergie, on veut quand même limiter notre empreinte carbone. Et là, EDF va challenger les fournisseurs sur la maîtrise en fait, de cette empreinte carbone, avec toujours les 2 principes indissociables de garantir la continuité de la solution technique et réduire l'empreinte carbone. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler au quotidien de la relation fournisseur, donc avec Agreco, et puis je poserai une question peut-être à Frédéric ou Kader sur la relation au quotidien avec EDF?
Et il y a 3 configurations. Si Agreco n'est pas implanté sur nos sites, on a des échanges réguliers pour donner de la visibilité sur les besoins à venir. On a des échanges prospectifs avec Agreco. Si on est en cours d'appel d'offres, là, EDF se doit de respecter une équité de traitement en fonction de tous les fournisseurs. Donc, on échange en toute transparence, on fait des visites sur site, et puis on challenge techniquement les solutions qui sont proposées. Et quand Agreco est déjà sur place, là, sur site, opérationnellement, il y a des échanges quotidiens, des équipes locales. On a aussi des relations plus tête haute avec une vue globale et on fait un retour d'expérience avec l'équipe achat en fait et notamment Kader. Et puis il y a aussi des points annuels entre l'état-major d'EDF SEI et Agreco pour voir globalement le positionnement du fournisseur dans sa relation avec EDF. Alors, Frédéric, c'est vrai que EDF pose un cadre très strict en matière de sécurité et de performance, ce qu'on a bien vu. Comment est-ce que Agreco s'organise pour répondre vite et tenir dans la durée en métropole comme dans les DROM? Alors, la première des organisations, c'est que tous nos personnels sont sensibilisés à ce sujet de sécurité important. On a aussi des personnes qui sont en charge de coordonner les efforts et réaliser des audits, que ce soit dans nos sites et ou sur les sites clients, notamment à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. On a effectué 2 semaines d'audit le mois dernier. Donc ça, c'est le volet sécurité. Ensuite, on a des équipes dédiées. Kader en est la parfaite représentation. On a un département dédié commercial, je dirais, aux utilities et en France plus particulièrement pour EDF, afin de communiquer, comprendre les besoins, comprendre les enjeux. Et Kader est le porte-parole finalement d'EDF au sein d'Agreco. Donc ça, c'est le second point. Et je dirais l'autre point, c'est une proximité. Donc en France, on a 6 centres opérationnels qui sont au plus proche des clients et dont EDF. Et puis dans les Antilles, on a donc les centrales temporaires qui sont implantées. On a un directeur des opérations qui est maintenant en permanence à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, en charge de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Guyane, pour être dans un même fuseau horaire que les équipes d'EDF, donc être localement présent et pouvoir répondre aux exigences d'EDF. Et puis après, le dernier point, c'est qu'on a des équipes techniques que l'on forme, que l'on recrute. On a recruté 12 techniciens l'an dernier et on va recruter certainement pas loin d'une dizaine ou douzaine de techniciens cette année que l'on va former. Et on a un programme d'apprentissage pour 12 personnes. Et donc qui nous permet aussi d'avoir, je dirais, si je peux me permettre l'expression, du 109 dans les années qui viennent. Juste pour rappeler, vous êtes, je crois, 165. C'est ça, en France et dans les DROM-TOM. Donc, trentaine de personnes dans les DROM-TOM. Et puis le dernier volet, pour répondre aux exigences d'EDF, on a tous nos équipements, que ce soit des équipements électriques ou frigorifiques, sont télésurveillés à distance, 24/24, 7 jours sur 7. Donc, ce qui nous permet de remonter des alarmes de malfonctionnement et donc de pouvoir intervenir au plus vite. Et aujourd'hui, on développe, grâce à l'intelligence artificielle, des systèmes qui vont nous permettre d'être aussi proactifs que possible, en captant finalement les signaux faibles, qui aujourd'hui sont très nombreux sous ces machines-là, et qui vont nous permettre d'anticiper des problématiques, je dirais, en amont du problème lui-même. Donc voilà les différents volets, sécurité, proximité et donc communication, proximité géographique, formation du personnel et puis télésurveillance. Voilà les 3 aspects qui nous permettent de répondre, j'espère, vite et bien à EDF. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous partager, Vitya, quelques exemples d'innovation en termes notamment de batterie, de monitoring? Oui, en fait, c'est effectivement très intéressant ce que vous dites, Frédéric, parce que la communication, les compétences et les solutions techniques, c'est ça qu'on attend d'Agreco. Et donc j'ai un exemple qui me vient en place, c'est sur un marché de location de groupes électrogènes, où Agreco est venu vraiment en conseil pour nous appuyer, pour nous challenger sur la solution technique, qui nous permet de passer de l'utilisation d'un très gros groupe électrogène H24, 7 jours sur 7, à un petit groupe électrogène qui recharge une batterie seulement 13 heures par semaine. Cet exemple-là, qui montre qu'on est capable de, du coup, réduire notre empreinte carbone, parce qu'on va diminuer
par 2 le coût global de la location quand on prend en compte en même temps l'empreinte carbone et puis le coût de location des matériels. Et ben cet exemple, il montre combien c'est important d'avoir cette expertise et ce monitoring aussi pour être capable de proposer la solution la plus adéquate en fonction des utilisations en fait, d'EDF sur les matériels. D'accord. On a une question d'internaute. Est-ce que Agreco envisage d'utiliser des batteries de stockage stationnaires, BESS, pour assurer les services de besoin d'énergie temporaire? Je me permets de prendre. Alors, oui. On regarde cela. Alors, il y a différentes problématiques à ce sujet-là. Il y a une problématique économique. Et puis il y a une problématique de retour sur investissement qu'on est en train de regarder et voir comment on peut s'inscrire finalement dans des projets d'investissement de batteries permanentes qui viennent contribuer à l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique. Donc oui, Agreco regarde ça. Aujourd'hui, on est sur des batteries plus mobiles qui vont de 45 kW à 1 MWh. On a aussi investi lourdement sur des UPS, donc qui sont des batteries avec zéro temps de coupure. La partie stationnaire est regardée, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé le bon équilibre entre une offre permanente finalement qu'EDF peut proposer et comment Agreco pourrait intervenir de manière temporaire, même si ça peut durer plusieurs années. Alors, le monitoring, c'est vrai que c'est présenté comme un vrai plus. Qui surveille quoi et comment ces alertes se transforment en actions opérationnelles? Qui veut répondre là-dessus? Bitiao, peut-être? Alors, en action, en fait, le monitoring nous permet déjà d'avoir un moins besoin de relever sur site, d'envoyer des équipes sur le site et un meilleur suivi de la consommation et donc d'identifier des leviers de performance, en fait, finalement. Et c'est ça qu'on cherche et qu'on va aller requérir auprès d'Agreco. Frédéric, sur cette question du monitoring? Oui, alors pour moi, il y a 3 temps de monitoring. Alors il y a un temps qui n'est pas encore très très bien développé au sein d'Agreco, mais on y travaille, c'est le temps d'avant. Avant de mettre en place une installation, c'est comment on la dimensionne au plus juste. Et donc pour ça, on est en train de regarder des solutions de mesure qui pourraient demain accompagner par exemple l'EDF pour mesurer l'installation et optimiser le dimensionnement. Alors pour l'instant, elle est pas encore en œuvre, mais on y travaille. Après, il y a le temps du pendant. On a mis en place l'installation. Là, on la surveille, je dirais, de manière assez classique avec des systèmes Agreco qui sont à disposition des personnels Agreco. Donc on a une équipe à Houston, ça ne s'invente pas, mais qui est 24/24, 7 jours sur 7, qui surveille l'ensemble des équipements Agreco, donc 16 500 équipements. Une équipe d'une centaine de personnes qui est en 3/8 et qui permet de nous pousser des alarmes 24/24, 7 jours sur 7 pour nos équipes en France, et donc nous permettre d'intervenir auprès de nos clients. Ça, c'est le pendant. Et puis, il y a le dernier volet qui est de mon point de vue important aussi, et notamment pour établir des bilans carbone, c'est qu'a finalement donné l'installation, et le monitoring nous permet de prendre des mesures de puissance consommée, de pic d'intensité, mais aussi d'émissions carbone, et donc de donner à EDF un rapport de fin de mission, si je puis dire, en termes de kilowattheure consommé. Est-ce que la puissance installée était la bonne pour pouvoir apprendre de cette opération et puis éventuellement de l'améliorer, et puis le bilan carbone. Voilà les trois composantes du monitoring pendant, après, qui sont déjà en place, et puis le avant, on y travaille et on espère proposer quelque chose dans les mois qui viennent. Kader, sur cette question du monitoring, est-ce que vous vouliez ajouter? Beaucoup de choses qui ont été dites. Un cas concret, c'est l'exemple qu'on a en ce moment, qu'on expérimente, où on va faire le REX, le retour d'expérience sur ce système hybride. Et le monitoring et les datas qu'on va pouvoir tirer de ces outils vont être précieuses pour pouvoir dupliquer ce type d'installation. Aujourd'hui, la télémétrie, on l'appelle chez nous Agreco Remote Monitoring. C'est un outil qu'on met aussi à disposition à nos clients. Donc c'est un service auquel nos clients ont également accès. Et il est devenu indispensable au quotidien pour nos équipes techniques, puisqu'avec, on va planifier des interventions. On va aussi envoyer des alertes mineures ou majeures et des fois même intervenir avant même que nos clients puissent le constater. Donc ça, c'est très important. Et on va planifier nos maintenances grâce à ça. Donc c'est devenu quelque chose de très important et du quotidien. On arrive même maintenant avec la télémétrie à démarrer à distance, si les conditions de sécurité le permettent, des équipements
ce qui a un temps et un gain énorme en termes opérationnels pour les équipes sur le terrain. Alors, Frédéric, on a évoqué les leviers de décarbonation, mais aussi un arbitrage entre la complexité et la robustesse. Comment est-ce que vous trouvez le bon équilibre sans fragiliser la continuité? Alors, il y a déjà, peut-être pour nos auditeurs, il y a un paradoxe, c'est que plus les équipements sont modernes et récents, et moins ils sont robustes. Je dirais, c'est un peu comme nos voitures, on a de plus en plus d'électronique, et donc du coup, elles sont de moins en moins fiables, si je puis dire. Alors, je n'ai pas les statistiques exactes pour les voitures, mais en tout cas pour les groupes électrogènes, c'est le cas. Donc on doit arbitrer entre des groupes électrogènes de dernière génération, dites stage 5, qui sont moins émetteurs de CO2, avec de vieux groupes. Donc, avec ça, Agreco travaille sur différentes solutions. On a une solution qui est relativement simple, c'est l'utilisation de carburants type HVO, donc l'huile végétale hydrotraitée, qui est miscible avec du diesel. Donc on peut l'utiliser et ça permet déjà une réduction de plus de 80% pardon, des émissions. On a les systèmes hybrides qui étaient évoqués un peu plus tôt, batterie plus groupe électrogène, qui permettent d'utiliser la batterie à 90% et qu'elle soit rechargée par un groupe. Donc ça réduit notablement les émissions. Et le dernier volet, c'est si on doit utiliser des groupes d'ancienne génération, eh bien, c'est venir les doter d'équipements qui nous permettent de filtrer les émissions, donc de rajouter un pot catalytique au-dessus du groupe électrogène. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, à Saint-Barthélemy, puisque compte tenu des combustibles disponibles sur place, on ne voulait pas changer, et EDF ne voulait pas changer sa chaîne d'approvisionnement, ce qui se comprend très bien. On a adapté les vieux groupes pour réduire les émissions. Voilà à peu près les différents leviers. Et puis sur la partie frigorifique, puisqu'on en parle un peu aussi, on investit sur des groupes froids de dernière génération, donc avec des gaz moins nocifs pour l'atmosphère. Alors, comment est-ce qu'on intègre, pour aller dans la continuité de ce que vous dites, comment est-ce qu'on intègre sans perdre en continuité le bas carbone, pardon. Oui, Frédéric a dit, je pense une grande partie de la réponse a été dite, mais effectivement, il faut bien savoir customiser, adapter les équipements en fonction du contexte. Voilà, on parle de groupes dénoxés avec des filtres à particules. Sur des temps longs, ça vaut le coup effectivement d'investir sur ces types d'équipements. On va dire décarboner, la solution la plus simple, c'est le biocarburant. Voilà, c'est on va dire un impact immédiat et c'est assez facile. On a demain d'ailleurs une réunion de travail avec EDF pour parler autour de ce sujet de biocarburant. Donc on y travaille au quotidien. Il faut faire changer aussi les mentalités. C'est ce qui est le plus compliqué et les pratiques. Donc c'est un enjeu pour tout le monde. On a des exemples aussi d'hybridation qu'on essaie de systématiser maintenant. Voilà. Mais l'idée, c'est d'arriver aussi avec peut-être des solutions à tiroir, une solution standard, une solution un peu plus vertueuse en tenant compte des avantages et des inconvénients de chaque solution. L'idée est là. Si je peux me permettre, juste un point peut-être complémentaire, quelque chose qu'on peut imaginer aussi, c'est d'utiliser les batteries comme un booster d'énergie et les connecter au réseau. Donc c'est aussi des solutions qu'on peut proposer, c'est-à-dire que la batterie, elle est branchée au réseau, mais elle permet, je dirais, d'utiliser un peu plus d'énergie si les besoins des clients sont juste limités à quelques heures. Donc c'est aussi des éléments. Donc comme le dit Kader, c'est écoute des besoins, jouer avec l'ensemble de nos systèmes, et puis de réfléchir aussi au futur en termes d'investissement. Est-ce qu'on peut affirmer que la réduction d'empreinte est devenue un critère majeur pour EDF? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la raison d'être du groupe, de pouvoir fournir une électricité décarbonée. Donc oui, effectivement, c'est un enjeu majeur qu'on essaye de traduire au quotidien avec les échanges avec Agreco pour aller chercher de la performance énergétique et décarbonée. C'est la feuille de route également d'Agreco, puisqu'on a un objectif pour nos consommations internes de décarbonation en 2030 à 100%, et de fournir à nos clients 30% de réduction d'émissions à l'horizon 2035. Très bien, alors on a vu un petit peu comment on peut trouver des solutions. Une fois la solution installée, la question devient comment est-ce qu'on pilote, comment on prouve, comment on s'assure que la disponibilité et la performance sont tenues dans la durée. On va passer aux indicateurs et puis au suivi et retour d'expérience. Big Thiao, quels indicateurs est-ce que vous suivez pendant le contrat ? Alors pendant le contrat, déjà on l'a dit, c'est beaucoup de communication, donc on a des réunions de suivi et des réunions de suivi de contrat tout au long de l'année.
Et EDF va aller challenger les fournisseurs sur le respect du programme d'appel, c'est-à-dire l'adéquation entre la puissance réelle mise à disposition et celle qu'ils nous garantissaient contractuellement. On va aller regarder s'ils sont capables de résoudre les incidents rapidement, comment ils gèrent leur maintenance, tout ça pour répondre à la puissance garantie. Et on va aller monitorer les consommations de carburant et les émissions de gaz qui peuvent être nocifs pour l'atmosphère. Et pendant ces réunions, on va aller chercher des pistes de performance. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup dit précédemment. Mais on cherche un pilotage continu. Ce n'est pas un bilan final en fin de contrat. Très bien. Vous, qu'est-ce que vous pouvez objectiver sur le terrain, Kader ? Je vais parler de mon service et de ma partie. Pour nous, un des indicateurs de performance, c'est ce qu'on regarde avec mes équipes, c'est qu'on puisse répondre dans les 24 à 48 heures sur toutes les demandes qu'on peut avoir d'EDF et de ses filiales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Est-ce qu'on a été réactif ? Et c'est un enjeu majeur, la réactivité énergétique. On peut aussi regarder s'il y a des déviances entre ce qui a été proposé et la solution finale à travers les outils dont on vient de parler. Donc voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont clés sur la performance, la réactivité. Au niveau commercial, c'est très très important pour nous. Est-ce qu'on peut parler de ROI et de coûts sans que ce soit un peu simpliste, Frédéric ? Oui, alors déjà on a un retour sur investissement quand on fait une proposition à EDF, alors, surtout sur des projets autant longs, on a forcément un retour d'investissement puisqu'il y a des investissements, il y a des achats de matériel, il y a des coûts, donc oui, on peut en parler. Après, je pense que ce qui me semble important aussi d'un point de vue dynamique agricole, pour moi, l'investissement principal, c'est que nos équipes soient investies dans les missions auprès d'EDF. Et je pense que c'est quelque chose qui me semble peut-être plus important que le chiffre lui-même et le retour sur investissement, c'est comment on accompagne EDF et comment on forme nos équipes à l'importance de l'énergie. On discutait avant notre intervention de ravage de Barjavel. Pour moi, c'est l'énergie, c'est certainement quelque chose qui est aujourd'hui sous-estimé parce qu'elle est disponible tout le temps. Je pense que les personnes dans le sud-ouest qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui le ressentent, je dirais, très très violemment, l'absence d'électricité. Et donc c'est quelque chose sur lequel moi je trouve que je suis passionné par l'énergie, mais c'est pour nos équipes, c'est quelque chose de fantastique de pouvoir contribuer aux côtés d'EDF à livrer l'énergie qui est primordiale pour nous tous. Alors avant de terminer ce webinaire, je vais faire un petit tour de table. Quelles sont selon vous les bonnes pratiques à adopter ? Bictiao peut-être ? Pour moi, la bonne pratique numéro 1, c'est l'écoute fournisseur. C'est vraiment pendant le marché, à la fin du marché, et quand on lance un appel d'offres, qu'on puisse vraiment échanger avec les fournisseurs clés qu'est Agreco sur ces solutions temporaires qui sont indispensables, vous l'avez comprise, pour le bon fonctionnement du groupe EDF. Donc voilà, il y a vraiment une nécessité de dialoguer, et ça, c'est une bonne pratique qu'il faut qu'on maintienne. Frédéric, cette bonne pratique Alors, moi, la bonne pratique ou piège à éviter, je dirais la facilité, oui. La routine, et aujourd'hui, dans les projets les plus importants avec EDF notamment, j'introduis dans les équipes de projet l'avocat du diable, qui est souvent extérieur à Agreco d'ailleurs, mais qui nous permet d'avoir un regard extérieur et qui nous évite d'être trop complaisant par rapport à des enjeux qu'on peut considérer comme usuels, mais qui restent primordiaux. Voilà, donc piège à éviter pour moi, c'est la facilité et bien évidemment écouter mes clients et prévoir les investissements de demain, mais aussi les retours d'expérience clients. Et Kader, les bonnes pratiques et pièges à éviter ? Elles sont pour tous les services commerciaux, c'est effectivement ne pas donner un diagnostic ou avant d'avoir effectivement regardé dans le détail le besoin. Donc je veux dire comme le médecin, on ne ressort pas avec une ordonnance sans avoir été consulté, ausculté. Donc ça, c'est très important de poser les bonnes questions, savoir ce qui se cache derrière, des enjeux vitaux ou moins vitaux. Donc ça va pouvoir nous orienter sur la solution à recommander, à préconiser. Ça peut être aussi d'aller voir, de prendre le temps d'aller se déplacer sur site. Voilà, le téléphone, c'est bien, les visios, c'est super, mais rien que tel que l'œil humain aussi, à un moment donné, d'aller voir, constater sur le terrain. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaie effectivement d'avoir en tête au niveau de notre équipe. Voilà, c'est pas facile, mais ça nous renvoie à des choses basiques, tout simplement.
Et Bictio, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne des besoins d'EDF? Bon, le besoin numéro un, c'est la sécurité. C'est comment Ouais. on manage la sécurité quand on intervient sur nos territoires. Et une fois qu'on a dit ça, le besoin, il est sur le coût global d'une intervention. On va aller chercher la disponibilité garantie, les exigences techniques, mais on va aussi vouloir voir les performances au long terme, en quoi on est ancré territorialement, pour que on soit dans une logique vraiment gagnant-gagnant entre Agreco et EDF. On veut avoir une relation partenariale. C'est pas seulement les besoins d'EDF, c'est vraiment un travail avec nos deux entreprises, entre nos deux entreprises. Et les clés du succès d'un projet, Frédéric? La première clé, pour moi, c'est connaissance des besoins et des priorités d'EDF, sécurité et performance. La deuxième, c'est les talents. Kader, les équipes que j'ai la chance de manager, on les recrute pour servir nos clients et ce sens du service du client, il est primordial. Et puis le dernier, je dirais, c'est la gestion du stress. Parce que malheureusement, on n'est pas infaillible. Et donc, à un moment donné, quand l'électricité manque, il faut gérer le stress de toutes parts, parce qu'il vient de toutes parts. Et donc, nos équipes doivent le gérer, souvent de manière isolée. Hein. Les personnes qui sont à Saint-Barthélemy, elles sont seules, par exemple. Mais aussi en France métropolitaine, au milieu de la nuit, à 3 h du matin, un technicien va être amené à prendre des décisions clés pour restaurer l'énergie. Et donc cette gestion du stress passe par de la préparation, de la formation et puis de l'accompagnement managérial. Voilà. Alors, dernier message pour conclure. Kader, vous parlez d'anticiper. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si j'avais un message à lancer à EDF, c'est pas d'attendre qu'il y ait une crise pour consulter, c'est d'anticiper, ils le font de plus en plus. C'est de pouvoir construire un plan B, un plan de secours, un plan d'urgence. On propose des plans de sécurisation chez Agreco pour anticiper le fortuit. Et c'est ce qu'on essaie de faire, d'essayer d'avoir un coup d'avance. Parce que quand l'urgence arrive, il faut être prêt et on est prêt si on a préparé. Voilà. Très bien. Ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants de nous avoir éclairé sur cette question des enjeux de disponibilité garantie et de réduction de l'empreinte carbone d'EDF sur les achats d'énergie temporaire. Merci aux internautes pour vos questions et pour nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez noter et commenter ce webinaire. Pour finir, il sera disponible dans la journée en replay sur le site de l'usine Nouvelle. Merci et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.